Alors, pourtant, fibromyalgie, c'est quand même une pathologie que nous connaissons bien, que nous reconnaissons bien. Là, vous avez en une diapositive un petit résumé, à savoir ces fameux points douloureux que l'on retrouve chez le même patient, plutôt les mêmes patientes, d'une consultation à l'autre de façon régulière. Et à ceci s'ajoutent des troubles du sommeil, fatigue, dérouillage matinal. Je ne vais pas vous repasser toute la symptomatologie qui accompagne la fibromyalgie, elle est importante, elle est riche. Mais pour nous, cela ne pose pas vraiment de problème. De même manière, la spondylarthrite, ce qu'on a vu tout à l'heure, Maxime Vraiment nous a parlé, la spondylarthrite ankylosante ne pose pas non plus beaucoup de problèmes pour un rhumatologue pour poser le diagnostic. Mais quoique, vous avez déjà vu tout à l'heure, et là vous voyez ici, que déjà, on n'est pas tous d'accord sur les critères. Il y a des critères de diagnostic qui, pour certains, incluent le fait qu'il y ait absolument une image radiologique à reconnaître au niveau de l'articulation sacroiliaque, au niveau du bassin, une inflammation des articulations du bassin. Et puis, chez Bernard Amor, non, on peut poser ce diagnostic sans forcément avoir une image anormale sur la radio du bassin. Donc vous voyez déjà, il y a des nuances dans les deux cas. Bon, mais pourquoi pas. Ce qui devient plus compliqué, c'est quand on a une patiente, parce que la fibromyalgie, c'est quand même 90% des cas des patientes, qui viennent nous voir, et là, ça ressemble à une fibromyalgie, mais ça ressemble aussi à une spondylarthropathie. C'est ça le petit sujet qu'on a voulu tout simplement traiter aujourd'hui. Alors, on va revenir sur quelques chiffres rapidement. La spondylarthrite ankylosante, c'est 0,3% de la population, d'accord, et le sexe féminin est touché dans 0,1% des cas. Pour nous, c'est pas du tout rare. Alors que la fibromyalgie, c'est au minimum 2% de la population générale, donc c'est important, 2 à 3% selon les chiffres. Et puis, on sait donc que chez les femmes qui souffrent, on va avoir 20 fois plus de douleurs, ce qu'on appelle des douleurs axiales, en fait cervico-dorso-lombaires, l'axe du corps, qui vont être donc beaucoup plus fréquentes dans la fibromyalgie par rapport à cette population. Ce qui est intéressant et qui est souvent méconnu, c'est la fréquence de la fibromyalgie associée à d'autres pathologies. On parle de fibromyalgie concomitante. Et la fibromyalgie associée à la polyarthrite rhumatoïde, vous voyez, 30% des cas, au lupus, 31% des cas, et au syndrome sec de Gougerot-Sjogren, ça c'est le nom évidemment ceux qui ont la bonne idée de marquer leur nom au début, c'est la sécheresse. Un syndrome sec, c'est la sécheresse de la bouche, sécheresse des yeux notamment. Et là, le syndrome fibromyalgique est souvent associé à cette pathologie. Mais nous, ce qu'on voit en fait en pratique, et moi je remarque chez notamment deux patients traités par une polyarthrite rhumatoïde, anti-TNF-alpha, ces fameux traitements de la polyarthrite, très efficaces, qui sont parfaitement soulagés de leur polyarthrite, qui n'ont plus de syndrome inflammatoire et qui reviennent pour des douleurs qui finalement s'apparentent à un syndrome fibromyalgique. C'est un peu comme ça qu'on les retrouve. Mais il n'y a aucune étude qui puisse dire s'il y a une véritable association fibromyalgie-spondylarthrite. Alors c'est vrai qu'il y a des points communs entre ce rhumatisme inflammatoire, qui est la spondylarthropathie, et la fibromyalgie, qui n'est pas un rhumatisme inflammatoire. Donc ces douleurs, qui sont de haut en bas, si je puis dire, douleurs aussi, on appelle des ceintures, ces ceintures des épaules, en fait, et les ceintures ici, et puis des douleurs au niveau des tendons. Ça, on trouve ça un petit peu ça dans les deux, bien que ce ne soit pas toujours les mêmes tendons. Ce sont des maladies chroniques, donc qui durent dans le temps. Ce sont des maladies dont l'évolution est variable, et en général, l'âge est plutôt jeune. Dans les deux cas, on peut avoir une fatigue, et on sait très bien que dans la polyarthrite aussi, on peut avoir des fatigues, qui en général est soulagée avec le traitement de la polyarthrite elle-même. Ce qu'on appelle hyperpathie, hyperalgie, c'est tout simplement pour dire que dans les deux cas, on peut avoir une sensibilité à la douleur assez importante. Alors, finalement, comment faire la différence quand on a affaire à quelqu'un qui semble souffrir des deux, ou de l'un plus, ou pas forcément plus que l'autre? Alors, on sait que l'intensité de la douleur est ressentie comme beaucoup plus importante dans la fibromyalgie par rapport au rhumatisme inflammatoire que sont spondylarthrite et polyarthrite. On sait aussi que dans la fibromyalgie, on a plus souvent mal aux épaules et aux bras, donc aux membres supérieurs, qu'aux membres inférieurs. On sait aussi que l'évolution est plutôt continue dans la fibromyalgie, alors que dans les rhumatismes inflammatoires, c'est plutôt par poussée. Et d'après cet auteur, ce qu'on appelle la dimension affective, le retentissement psychologique, anxiété, etc., se confondrait. En fait, on va voir tout à l'heure que c'est pas si simple que ça. Et la fatigue aussi est plus importante dans la fibromyalgie, ça ceux qui en souffrent le savent bien. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a associé à la fibromyalgie, beaucoup plus que dans la spondylarthrite, ce qu'on appelle des symptômes douloureux idiopathiques. C'est-à-dire qu'en fait, dans la fibromyalgie, on a une perturbation d'origine centrale, des centres de la douleur, et
Pendant une période, on peut souffrir de douleurs gynécologiques, une autre de douleurs pelviennes, le pelvis. On peut avoir des céphalées, on peut avoir des troubles digestifs, ce qu'on appelle la colopathie, etc. Donc tout ceci, finalement, est maintenant regroupé sous un seul groupe, si je puis dire, et avec en commun cette sensibilité à la douleur. Alors que dans la spondyarthrite, si on a une atteinte, par exemple, digestive, c'est ce qu'on appelle les maladies inflammatoires du côlon, c'est tout à fait autre chose. Il peut y avoir aussi des atteintes dans la spondyarthrite de l'œil, la peau, c'est le psoriasis dans certaines formes de spondyarthropathie. Bref, vous voyez que là déjà on commence à avoir des nuances qu'on peut reprendre ici. Quand même, l'âge de début de la spondyarthrite c'est 15-30 ans. On dit la fibromyalgie entre 20 et 60 ans, mais on s'aperçoit de plus en plus que les premiers symptômes de fibromyalgie peuvent survenir dès l'adolescence. Alors, ce qui est clair, c'est quand même, normalement, dans la spondyarthrite, c'est une douleur inflammatoire qui réveille la nuit, avec le matin, éventuellement, gonflement des articulations. On n'a pas de gonflement des articulations dans la fibromyalgie, où on peut avoir une sensation de gonflement, mais sans véritable gonflement. Et puis, les anti-inflammatoires sont évidemment plus efficaces dans la spondyarthrite, et pas ou très peu dans la fibromyalgie. La fatigue, on en a parlé. Quant au terrain, ce qu'on appelle le terrain psychologique, on sait qu'il y a à peu près 50% de patients anxieux qui sont fibromyalgiques, mais est-ce parce qu'ils sont fibromyalgiques qui sont anxieux ou inversement, et qu'il y a à peu près 30% de dépression chez les patients fibromyalgiques, ce qui veut dire qu'il y en a 70% qui ne le sont pas. Je le rappelle. Dans les paramètres biologiques, c'est quand même plus simple, car dans la spondyarthrite, normalement, on a des syndromes inflammatoires, une vitesse de sédimentation augmentée, ce qu'on appelle une CRP augmentée, donc des stigmates d'inflammation qu'on ne doit pas avoir dans la fibromyalgie. Mais on a des formes de spondylarthrite, de spondyarthropathie, sans syndrome inflammatoire. Oui, c'est pas si simple. Et puis, on l'a vu tout à l'heure avec nos collègues qui ont présenté la spondylarthrite, que seul l'IRM pouvait être un peu sensible pour objectiver une inflammation d'une articulation, par exemple du bassin, alors qu'évidemment, les radiologies dans la fibromyalgie ne montrent que des images banales de passement de disque, tout le monde a un disque qui pince, c'est normal, avec l'évolution, ou d'arthrose, tout le monde a un peu d'arthrose avec les années qui passent. Donc, rien d'extraordinaire. Et puis, ce fameux HLA-B27 dont on vous a parlé tout à l'heure, ce fameux gène qui serait trouvé dans 60 à 90% des cas comme une sorte de marqueur de la spondyarthrite, et bien pas si marqueur que ça, puisque dans la population générale, on le retrouve aussi. Et tout le problème, justement, c'est de trouver des patients douloureux chroniques avec HLA-B27, quid de la spondyloarthropathie ou de la fibromyalgie. Alors,